Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je me sentais inspirée de vous parler de la nuit noire de l'âme. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon j'en aurais pour 3 heures, mais je vais vous expliquer quelque peu ce concept que certains d'entre vous ont ou vont expérimenter. Et les premiers mots que mon mental a envie de vous partager, c'est « bon courage ». Oh Mayday! Tout le monde ne va pas l'expérimenter, c'est pas quelque chose d'automatique. Moi je suis pour être honnête en plein dans la deuxième, youhou! Enfin je rigole, mais je suis au bout de ma vie, ou plutôt je dirais que mon ego est au bout de sa vie, en tout cas une partie. C'est assez horrible à vivre, mais j'espère que mon explication vous apportera plus de sens et de compréhension face à ce phénomène. D'où vient le terme nuit noire de l'âme ? La nuit noire de l'âme a plusieurs noms, même si celui-ci tend à être le plus connu. On parle de crise existentielle, catabase dans la mythologie grecque où le héros descend dans le monde souterrain des enfers, nigredo selon Jung dans la psychologie analytique, mais pour la petite histoire, il semblerait que ça vienne d'un poème d'un prêtre catholique romain du XVIe siècle, Saint Jean de la Croix, dans lequel il décrit l'angoisse de la séparation de l'âme d'un individu d'avec Dieu, alors qu'il est emprisonné pour ses croyances religieuses non conventionnelles. Il dit d'ailleurs « Si un homme veut être sûr de la route qu'il emprunte, il doit fermer les yeux et voyager dans l'obscurité. » Amen to that. Anyway, bref. Alors c'est quoi la nuit noire de l'âme ? Pour le résumer en quelques mots, il s'agit de l'effondrement du sens perçu de sa vie. L'effondrement, c'est un bon mot, un sacré mot. Vous voyez un petit peu l'intensité de ce que j'essaie de vous communiquer. Et comme tout effondrement de sens, c'est une des pires choses à expérimenter sur cette vie, du moins quand on le vit. L'absence de sens, un vide existentiel, une mélancolie chronique, un ressenti de néant en fait, une déconnexion totale, avec le grand tout notamment. Ce manque de sens peut se faire ressentir dans chaque partie de notre vie. On se lève le matin, ou parfois on ne se lève plus d'ailleurs, sans savoir pourquoi. On se sent abandonné de la vie, du créateur quoi. On se demande à quoi sert cette vie. Et ça c'est une question qui revient énormément. Pourquoi on est né ? Tout semble inutile, rempli de souffrance. Quel est le but ? On se sent tellement seul. Selon Anna Yusim, psychiatre et auteur, la nuit noire de l'âme est essentiellement le moment où nos ténèbres apparaissent au premier plan. C'est comme si nous faisions tout ce que nous pouvons pour rester à flot, et il semble que l'univers, le monde et la vie soient contre nous. Coucou les blocages, rien n'est fluide. Pour moi personnellement, parce que je vais vous parler un petit peu de mon histoire, c'était une des premières fois où j'étais contente d'aller dormir, parce qu'enfin j'allais pouvoir oublier ma vie pendant quelques heures. C'est pour vous dire, sachant que je n'aime pas aller dormir, je n'ai jamais vraiment aimé ça, sauf si je rentre d'une soirée tardive. Le psychologue polonais Kazimierz Dabrowski utilise le terme de désintégration positive, car il considère que la tension et l'anxiété sont nécessaires au processus de maturation spirituelle et psychologique. Ce sont, je cite, « les frictions en nous qui font que le miroir de notre âme est suffisamment poli pour nous permettre d'apercevoir notre vraie nature. » Parmi les autres symptômes que j'ai vécus ou que je continue de vivre, j'ai perdu 5 kilos et pourtant je ne suis pas grosse, 45 ça commence à pas faire beaucoup, mais je n'avais pas d'appétit, tout simplement pas envie de manger parce que ça passait pas. Il y en a d'autres c'est le contraire, ça dépend. Me dites pas que c'est une chance, je vous vois venir. J'avais du mal à fonctionner, ranger le lave-vaisselle, ça me paraissait une tâche énorme, tout était compliqué et me demandait de l'énergie que je n'avais pas. Le pire dans tout ça, ce sont les pensées horribles et obsessionnelles toute la journée. Suicidaires au début d'ailleurs, mais heureusement que j'ai une fondation spirituelle et que je sais que mes pensées sont liées à cet ego qui est en train de mourir. Je ne suis pas ces pensées, et ça il fallait que je me le rappelle très souvent, parce que parfois je me laissais absorber quand même. Pas tous les jours pareil, il y a des jours ça va pas. Il y a des jours mieux que d'autres. C'est pas tout le temps pareil, il y a des jours où on n'y arrive pas. Il faut se souvenir constamment que nous sommes l'observateur de ses pensées. J'arrivais donc régulièrement à en prendre de la distance, heureusement, mais on peut s'identifier à toutes ces pensées difficiles de temps à autre quand même. Alors oui, certains se le demandent peut-être, ça ressemble beaucoup à la dépression, bien que toute dépression ne soit pas due à la nuit noire de l'âme.
La dépression peut en effet être un trouble de la santé mentale, tandis que la nuit noire de l'âme est une désolation spirituelle, comme dirait Shannon Kaiser, enseignante spirituelle. La nuit noire de l'âme est plus localisée dans le sentiment de détresse et de désorientation dans notre relation avec le sens plus large de la vie et le Créateur, dit-elle, ajoutant qu'elle affecte la vision du monde, les croyances, la perspective, les habitudes, les pensées et les relations d'une personne. Cela nous réveille à la vie, note-t-elle, même si en attendant, t'as quand même littéralement l'impression de crever. De même, lorsqu'on sort de la dépression, et ça je pense que c'est important de le dire, peu de choses changent dans notre vie en termes de croyances, de valeurs et d'habitudes, ce qui n'est pas le cas pour la nuit noire de l'âme, car notre vision du monde est totalement transformée et la vie a du sens, un sens profond qui ne peut pas se décrire par des mots, on sort des concepts du mental. Si je devais donc donner un titre à l'étape 1, ce serait « Les montagnes russes », suite à un événement déclencheur. « Prepare for the ride ». Il faut savoir que certaines nuits noires de l'âme, probablement la plupart d'ailleurs, sont dues à un événement déclencheur, souvent externe, toute expérience traumatisante à laquelle nous ne sommes pas préparés et à laquelle nous n'avons malheureusement aucun contrôle, ce qui est atroce pour l'ego, comme un divorce, un licenciement, un deuil, une maladie, j'en passe. Vous avez mis un certain temps à des choses que vous avez construites dans votre vie qui ne sont plus. En vous parlant de ça, je pense à quelqu'un qui a tout donné par exemple pour créer sa boîte, mais celle-ci coule. Ou quelqu'un qui a été en couple pendant des années, toute sa vie ça se trouve, et tout misé sur cette vie de couple. Votre mental était bien calé sur le sens de votre vie que vous lui aviez donné, et il se retrouve sans ça. Ma première nuit de l'ombre, c'est... Oui, parce qu'en fait, il y en a plusieurs. C'est quand j'ai été handicapée pendant 4 ans. Je n'avais absolument plus de sens dans ma vie. Tout était devenu compliqué, je ne pouvais plus rien faire, je n'étais plus libre de mes mouvements et ça c'est horrible. Rien que prendre le train, c'était une torture pour mes jambes, car après le taxi, il fallait marcher sur les quais et pour moi c'était très compliqué. Donc souvent, mon chéri me mettait sur une valise jusqu'à la bonne voiture. Je ne pouvais pas cuisiner parce que ça me faisait mal après quelques mouvements seulement. Je travaillais car je n'avais pas le choix, et heureusement parce que sinon je me serais effondrée, mais j'étais remplie de douleurs aux 2 mains, aux doigts, aux poignets, aux avant-bras. Tout était devenu un enfer. J'avais l'impression, et d'ailleurs j'avais envie de mourir. Ça fait partie du réveil spirituel, ce qu'on appelle en anglais « awakening ». Tout un process, isn't it? Comme si c'était votre âme qui vous disait « Ok, dude, pause. Tu n'étais plus sur la bonne voie. Tu étais trop rempli de peur, pas aligné, déconnecté de ton véritable être pendant des années. On va donc t'isoler un peu afin que tu fasses le point, que tu repartes de zéro avec une autre conscience plus profonde qui sera bien mieux, tu verras. Parce que là, on a besoin que tu te retrouves solo pour que tu apprennes à te connaître réellement et à retirer toutes ces couches d'oignons qui ne te servent pas en fait du tout. Il te faut du recul. C'est un peu comme ça que je l'imagine, le petit dialogue. Ici, finalement, il ne s'agit pas tant d'apprendre que de désapprendre. On parle en anglais de unlearning. Ce qui est ironique me concernant, c'est que je pensais que, comme j'avais déjà vécu ma nuit noire de l'âme, mission accomplished, c'était fini, ça y est, j'allais vivre le nirvana le restant de mes jours. Bon, peut-être pas quand même, mais c'était pas mal, quoi. Ça devait être mon ego qui pensait ça, encore une fois. J'ai cette intuition que j'ai demandé dans cette vie à beaucoup évoluer en conscience. Et donc, comme j'ai encore des couches d'ego qui polluent cette évolution, ça ne m'étonne pas quelque part de vivre ces moments intenses. Mais il y a quand même des fois où j'aurais aimé avoir une vie simple en pilote automatique. Bon, ça, c'est encore mon ego qui le pense. Oh là là, il est partout celui-là. Donc, étape 1, il y a un élément déclencheur. Et dans l'étape 2, vous ne comprenez plus rien, vous n'avez plus d'espoir, plus de sens. Alors là, on est en plein dedans, bien au fin fond de l'enfer, avec un bon désespoir comme il faut. Si je résume, vous vous sentez triste, en désespoir total, mélancolique, impuissant. Vous pouvez vous sentir nul, bon à rien, sentir que la vie ne sert à rien et n'est remplie que de souffrance. Vous n'avez plus de sens, ça c'est horrible à ressentir. Vous n'avez plus de motivation, vous avez perdu la joie de vivre. Il n'y a plus de joie en fait, c'est simple. Vous avez l'impression que ça ne va jamais changer. Vous vous sentez condamné. Et ça peut durer quelque temps, c'est très difficile à vivre. Étape 3, vous pouvez continuer à vous engouffrer dans les abysses, en vous renfermant complètement sur vous, en étant dans votre bulle, en ne sortant plus, en essayant diverses drogues pour vous soulager quelque peu tellement la souffrance devient insoutenable. Bref, vous avez bien touché le fond, vous pouvez d'ailleurs perdre des amis, mais en même temps, ça devait pas être les bons s'ils partent comme ça. Allez, sayonara. Étape 4. Alors je dis des étapes, il n'y a pas vraiment d'étapes, c'est toujours le mental qui essaye de clarifier les choses, mais bon, c'est juste pour vous aider. Quand vous avez bien touché le fond, vous n'avez plus d'autre choix que de remonter à la surface peu à peu. En fait, c'est à ce moment-là qu'on lâche prise, qu'on accepte ce qui est. Alléluia!
Et c'est à ce moment précis que vous allez pouvoir remonter à la surface. Personnellement, je ne sais pas trop où j'en suis, mais je sais que même si j'ai ce que j'appelle des rechutes, c'est quand même moins pire qu'il y a environ 4 mois, où là j'étais tellement mal que j'avais activé ce que l'on appelle en anglais des core wounds, littéralement des blessures du corps. Quand tu as des pensées tellement horribles, il est fortement évident que cela va impacter ton corps. Pour moi, la douleur était viscérale, horrible, et cette activation de core wound dans la durée a été un élément déclencheur pour me faire comprendre que je ne voulais plus me faire mal comme ça. Ça a donc été un rappel utile pour me rappeler que quand j'ai ce genre de pensées qui reviennent en boucle, je me dis « Oula, si je continue à avoir ces pensées, je vais réactiver cette core wound et je ne veux pas, c'est trop douloureux physiquement. Je mets des jours à m'en remettre, non merci. » Du coup, il y a déjà une part de responsabilité de ne plus s'engager dans le mal-être, dans cette douleur de l'ego. Pas mal. Évolution, yeah, soyons positifs. Comme je disais, cette période peut être longue, c'est toujours différent en fonction des individus, on n'est pas tous pareils, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas forcément négatif, même si ça paraît quand tu le vis. Ça fait partie d'un objectif plus large. On s'en sort, heureusement. Ça peut mettre du temps, certes, c'est très douloureux, mais retenez que ce n'est que de l'illusoire. Ce n'est que la mort d'une fausse identité que vous pensiez être la vraie d'ailleurs. Mais vous allez forcément en ressortir différent. Votre conscience ne sera plus la même, vous aurez évolué, le sens reviendra et il sera différent. Ça reviendra. Cette partie de votre ego qui est en train de mourir va être remplacée par de la sagesse. Vous serez plus connecté à la vie qu'avant, plus connecté à vous également. C'est littéralement une renaissance. Mais avant, faut mourir. Quand vous avez passé cette douloureuse étape, vous vous rendez compte à quel point l'univers vous a rendu service. Alors je sais, quand on est au fin fond de l'abysse, ça peut paraître vraiment difficile d'entendre ce genre de phrase. I know. Puisqu'il vous a transformé en profondeur, il a fallu abandonner toutes ces couches de fausse identité que vous aviez construites pendant des années, voire toute votre vie. Après ma première nuit noire de l'âme, c'est comme si j'avais assez travaillé sur moi, que je me connaissais en profondeur, que je m'étais examinée psychologiquement, que je me suffisais enfin avec moi-même, que j'aimais enfin qui j'étais, très important, et boum, c'est là que les choses ont commencé à changer. Des portes de guérison se sont ouvertes, j'ai découvert des méthodes qui m'ont aidé à guérir rapidement, j'ai rencontré des gens plus alignés avec moi, je ne voyais plus du tout la vie comme avant. J'étais une nouvelle personne. Enfin, une nouvelle personne. Disons que je m'étais retrouvée avec mon être profond, ce n'est pas la même chose d'ailleurs. J'étais plus alignée avec mon être authentique en fait. Et j'avais énormément de gratitude pour ce que j'avais vécu, car sans ces 4 ans de challenge, je me serais peut-être pas ouverte à la spiritualité, je n'aurais peut-être pas commencé mon podcast, je n'aurais pas parlé sur les réseaux et à travers mes posts et podcasts des douleurs neuroplastiques, ce qui est encore pratiquement inconnu en France, je serais toujours polluée par mes croyances limitantes, je serais toujours complètement déconnectée de mon corps, anxieuse à souhait, déconnectée du moment présent où le corps se recharge, je passerais mes journées à me détester et à me parler comme de la merde et à parler à mon corps comme de la merde bis. Je n'aurais toujours pas de sens en fait dans cette vie, parce que je ne comprendrais pas pourquoi on est sur cette terre si c'est pour finir mangé par les vers de terre au bout de quelques décennies. Donc cette affreuse étape s'est avérée être une bénédiction. Alors oui, c'est bien beau de parler comme si c'était fini, mais comment on fait pour s'en sortir ? La meilleure manière d'éviter que ça dure très longtemps, c'est, écoutez bien, 2 points, d'accepter la situation, de ne plus être en résistance. Mais qu'est-ce que c'est dur pour l'ego ? Celui-ci sait qu'il est menacé, donc il va crier de plus en plus fort. Vous allez être littéralement pollué et possédé par des pensées horribles, submergé par des émotions très douloureuses. Vous pouvez avoir l'impression de perdre la tête, ça peut durer des jours et des jours. Tout semble être un jour douloureux sans fin, sans Bill Murray pour le petit clin d'œil. Donc accepter ce qui est, c'est la règle numéro 1. Et je sais, c'est dur. À côté de ça, un autre outil qui aide, c'est la méditation. Sortir le plus possible de notre mental qui est en train de crier pour le calmer et calmer aussi notre pauvre petit système nerveux autonome qui est probablement bien déséquilibré par toutes ces pensées et émotions. Le fait de se couper de nos pensées en méditant va faire une pause à la fois dans le cerveau et dans le corps. C'est aussi l'occasion d'apprendre à prendre du recul avec ses pensées et de ne plus croire ses pensées. Quand je dis accepter, c'est aussi d'accepter d'être moins efficace pendant un temps, accepter de ne pas avoir d'énergie, accepter de ne pas être parfait, accepter de ne pouvoir rien faire, accepter d'être triste, accepter de ne pas être productif comme avant. Je dis ça, mais ça n'est évidemment pas forcément évident. Moi qui ai quand même un mental assez exigeant, même si j'ai travaillé dessus, ne pas avancer sur mes podcasts, ni mes posts, mon développement personnel, enfin disons d'une manière fortement réduite, ça n'était pas facile au début d'accepter ça.
Mais j'étais tellement mal que je savais qu'il fallait accueillir mes émotions et que c'était bon pour moi à ce moment-là de rester dans mon canapé. La pause est nécessaire. Intégrez ça pour votre phase de guérison. C'est primordial. Soyez OK avec ça. C'est un processus nécessaire et logique. Il faut accueillir cela, c'est important. Accepter de ralentir, c'est donc déjà évoluer. C'est lâcher prise. C'est ne plus écouter cette partie de notre ego qui veut qu'on fasse toujours plus. Allez, un bon point, wouh, on évolue. Lâcher prise et ralentir peut concerner les interactions sociales. Il peut être bon, mais vous faites ce que vous voulez bien sûr, de ne pas se distraire de manière trop extrême, sauf si vous en ressentez un énorme besoin ou que vous avez eu une énorme journée de merde. On fait ce qu'on peut après tout. Mais l'isolation peut être bénéfique parce que c'est un moment où on a besoin d'être seul pour faire le point. On a besoin de passer par cette étape. Si on passe notre temps à aller boire des coups tous les soirs, on risque de prolonger la période où on se sent comme une merde. Excusez-moi de la grossièreté. Plus vous acceptez cette phase de pause, plus vous retrouverez l'énergie nécessaire pour faire des choses qui vous disent vraiment. Vous dissocierez ce qui vous plaît de ce que vous n'aimez plus. Ce sera plus clair pour vous de savoir ce qui est vraiment bénéfique pour vous. Donc accueillir ce qui est, ça permet d'apporter de la clarté. Au début de cette deuxième nuit noire de l'âme, je suis partie en vacances, ça tombait comme ça tombait à ce moment-là. Bien que ça me changeait les idées de voir les copains ou la famille, j'avais des gros bads internes et je sentais juste le besoin d'être seule. Quelquefois je pouvais m'isoler, d'autres fois non, en fonction des activités que je faisais. Mais ce que j'ai surtout compris, c'est que le fait d'avoir passé 3 semaines hors de chez moi en solo, ça n'a fait que postponer mon mal-être, ça ne l'a pas du tout estompé. L'énergie était toujours là. Quand je suis rentrée chez moi, ça a été encore pire, un enfer, l'hécatombe. Je vous invite par contre à suivre les petites envies que vous avez. Enfin, quand une pointe le bout de son nez, parce qu'il n'y en a pas beaucoup normalement. Que ce soit un massage, un bain chaud, un cours de yoga, une balade en nature, prendre le soleil, un petit bouquin, un carré de chocolat, suivez le peu de pensées qui vous paraissent légères et sympathiques. Occupez-vous de vous, même si ce n'est pas grand-chose, c'est important. J'en avais peu, mais l'idée d'aller au restaurant et de sortir de chez moi, d'aller me balader à la Villette le matin de bonne heure sans écouteurs pour me connecter à la nature, de faire une soirée crêpes, parce que c'est mon plat préféré, et oui, confession intime, de regarder un film de gens soudés avec une bande hyper connectée qui s'aime, d'écouter de la musique me donnait envie. Ironiquement, je trouve que la nuit noire de l'âme est remplie de petits moments courts, remplis d'émotions fortes, qui sortent de nulle part, et je pense que c'est des petits bouts de présence d'âme qui se manifestent. Il m'arrive de regarder le ciel, les nuages, les arbres et d'entendre le vent, et de sentir la vie très fortement, dans toutes mes cellules, ou de pleurer parce que je vois une scène d'un film où les gens d'un village sont solidaires l'un de l'autre devant un événement, ou d'être ému quand je vois 2 jeunes amoureux complètement fous l'un de l'autre. On sent l'amour plus intensément dans notre cœur. Alors souvenez-vous bien de ça. La nuit noire de l'âme est une partie naturelle du chemin de guérison. C'est souvent une partie nécessaire de l'évolution spirituelle des gens. Tout cela est nécessaire pour vous retrouver et vous reconnecter avec votre être véritable. On désapprend tout ce qu'on a appris avec l'ego dans notre vie, pour transmuter des peurs profondes, du contrôle. Il faut accepter et honorer cette période. Bon, honorer, en attendant, pareil, je n'honore pas trop, mais bon bref, je l'honore après, c'est plus simple. C'est de cette manière qu'on s'ouvre à une transformation. C'est de cette manière que notre situation va évoluer. Sinon, on reste coincé et on souffre pendant beaucoup trop longtemps. En travaillant sur soi et en supprimant ces couches d'identité fausse, on va comprendre qu'on est davantage un créateur, qu'on peut manifester plus de choses que ce qu'on pensait. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de croire toutes les pensées que votre mental va vous créer. Prenez-en conscience et stoppez-les. C'est crucial car ces pensées finissent par empirer notre état émotionnel. Des fois, mes pensées étaient tellement toxiques que j'avais envie de vomir. Encore une fois, mon core wound était activé. Ça dérange notre fonctionnement biologique, ça le perturbe. Alors prenez le plus possible conscience de ces pensées qui vous font vous sentir mal ou qui sont dans la peur et arrêtez-les. Vous pouvez les interrompre avec des phrases mantra comme « c'est juste une pensée » ou encore « et comment tu sais ça ?» ou encore « moment présent » et hop, vous vous reconnectez avec vos sens au moment présent, comme un réflexe Pavlov. Ne nourrissez pas la boucle du mal-être de votre mental. C'est aussi le but de cette évolution personnelle d'ailleurs, prendre de la distance avec ce mental meurtri. Phrase clé. Ne croyez pas vos pensées, mais ressentez vos émotions. Je la redis parce qu'elle est hyper importante. Ne croyez pas vos pensées, mais ressentez vos émotions. Hyper important. Si vous êtes triste, accueillez et pleurez. Si vous êtes en colère, tapez contre un oreiller, poussez un mur ou faites des jumping jacks. Identifiez où vous ressentez l'émotion dans le corps. On peut avoir des douleurs au cœur ou au plexus solaire, ou comme moi au ventre. Enfin quoi qu'en ce moment c'est vachement le cœur. On sent qu'il est fermé, je sais pas, il y a un truc. Donc j'accueille et je ressens.
La douleur émotionnelle est physique. Accueillez-la et respirez avec elle. C'est important de ressentir ces énergies. Ne fuyez pas la douleur en allant vous avaler un McFlurry ou des pépitos puis fumer 4 pétards. Évitez ça le plus possible, après vous faites ce que vous pouvez, je le sais, mais on ne peut pas fuir la douleur de toute façon. Elle est là, prête à être ressentie et transmutée. Elle n'est pas là pour rien, elle va pas partir. Alors autant que vous pouvez, ressentez, et quand c'est trop, essayez d'adopter des mécanismes de survie plus sains si vous pouvez. Encore une fois, on fait ce qu'on peut, on n'est pas parfait de manière constante. Il y a des jours où on a besoin de s'effondrer et de faire n'importe quoi. Mais le lendemain, hop, on se ressaisit et on en prend conscience. De toute façon, cette évolution personnelle, ça se fait en dents de scie et ça se réduit au fur et à mesure. Mais il y a toujours des hauts et des bas, c'est comme ça que ça se passe de toute façon. Rien n'est linéaire comme ça. Plus vous acceptez et les ressentez, sans nourrir le mental apeuré, plus vous serez guidé par vos futurs steps, vos futures étapes. Khalil Gibran, poète libanais, dit « C'est de la souffrance que sont nées les âmes les plus fortes. Les caractères les plus massifs sont marqués de cicatrices. » Et si vous pouvez, et je sais que c'est quelque chose qui a été assez difficile pour moi, ayez foi en la vie. Laissez-vous emporter par ce que la vie vous réserve. Vous savez ce que vous quittez, mais vous ne savez pas vers où vous allez, et en réalité, contrairement à ce que votre mental apeuré pense, ça peut être vachement mieux. Ne nagez plus à contre-courant. Mettez-vous sur le dos et laissez-vous flotter et emporter par le courant. C'est toujours un point difficile, ça, pour moi. Ça peut être très dur pour les petits égos qui adorent contrôler, mais c'est encore bel et bien une très bonne leçon. Ouvrez-vous à l'inconnu et faites confiance en la vie. À la fin, on en ressort beaucoup plus aligné avec notre âme, beaucoup plus dans la paix, dans l'amour, dans le non-jugement. Vous voyez la vie autrement et plus profondément, intensément. Vous avez plus envie d'aider votre prochain et de soutenir les gens. La douleur s'est transformée en sagesse. Vous vous êtes désidentifié d'une partie de votre ego, de vos anciennes croyances, de vos labels, de vos perceptions. Les leaders spirituels, les podcasts, livres, méditations spirituelles peuvent vraiment vous aider sur ce chemin. Eckhart Tolle m'avait beaucoup aidé à l'époque, mais il y en a tellement. Suivez votre intuition, nous ne sommes pas tous au même niveau de conscience. Éduquez-vous sur le concept de l'ego, de la non-dualité, de la conscience, de la méditation. Voilà encore un épisode authentique. Et comme l'explique un passage du célèbre livre A Course in Miracles, avec mon accent américain, ou franglish, le meilleur cadeau à faire à l'univers, Dieu, le créateur, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est de partager vos apprentissages de la vie avec autrui. C'est ce que j'essaye de faire pour vous montrer que vous n'êtes pas tout seul. Il faut s'entraider, pardi. Gros bisous, je vous aime, nous sommes tous les mêmes, alors prenons soin de nous-mêmes et des autres. À bientôt.